Anne, vous, de par vos fonctions au sein de l'INCa, vous êtes confronté nécessairement à la question de la relation aux patients, de leur écoute, voire de leur participation à l'élaboration de solutions nouvelles. Et puis, ces questions sont aussi celles des professionnels qui sont dans la salle, puisque voilà, la question qui se pose à eux, c'est comment prendre en compte la demande accrue de participation et d'écoute des citoyens, comment répondre aux besoins des institutions publiques de capter les idées nouvelles pour être plus efficientes. On a vu ça tout à l'heure. Voilà, je voulais savoir un peu, vous, est-ce que cette transformation, c'est-à-dire la possibilité d'instaurer cette écoute et cette participation des citoyens, est-ce que vous y croyez? Est-ce que ça peut être un vrai contre-pouvoir au pouvoir des plateformes? Et est-ce que ce n'est pas une douce utopie, en fait? Donc effectivement, ce que je vais aborder avec vous à la demande de Xavier Crouan ce matin, c'est la question de la co-construction, de la relation, de la co-construction de la décision publique avec le citoyen, telle qu'elle se pose à nous, communicants publics, aujourd'hui. Donc c'est vrai que la période que nous vivons, on vient de le rappeler là, durant les 2 précédentes interventions, elle est à plus d'un titre extrêmement intéressante pour nous, communicants d'administration publique ou de collectivités territoriales, parce qu'elle nous oblige à évoluer dans nos pratiques, et puis peut-être, on le verra aussi, à changer dans notre métier. Alors depuis quelques années, je pense que vous vous retrouverez dans ce que je vais dire, on a évolué en essayant de nous adapter aux nouveaux outils de communication, aux nouveaux outils web, aux nouveaux modes d'expression que sont les réseaux sociaux. On a également essayé d'introduire dans nos structures une nouvelle posture vers plus de transparence, vers une plus grande ouverture. Mais nous savons aujourd'hui que la communication publique et son évolution ne peut pas se limiter simplement à l'utilisation de ces nouveaux outils web. Elle ne peut pas se limiter à porter une nouvelle posture qui viserait à augmenter la transparence. Ce que nous devons porter, c'est bien une transformation de la gouvernance de l'action publique vers une implication accrue des citoyens dans la décision. Et on sait que c'est une évolution ambitieuse, et c'est là, je dirais, que le chemin reste à faire pour nous. Ce mouvement, il a déjà été largement engagé par les entreprises privées. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que l'expérience du consommateur, elle est beaucoup plus riche que l'expérience du citoyen. Aujourd'hui, on voit de nombreuses entreprises qui proposent des actions de co-création à leurs consommateurs, qui proposent de plus en plus de donner aux consommateurs de donner leur avis. On voit par exemple Starbucks qui a lancé l'année dernière Starbucks ID. On voit également des marques comme Nike, mais également des marques de grande consommation telles que Nutella, qui proposent des produits co-créés par le consommateur. Il y a aussi une marque qui va assez loin dans la démarche, qui est la marque Lego, que vous connaissez tous, qui propose une plateforme qui ouverte à tous ses fans, qui propose, donc tous les fans proposent sur cette plateforme des idées de produits. Et si ces produits obtiennent plus de 10 000 votes des consommateurs, ils sont ensuite étudiés par la marque, ils sont fabriqués et ils sont mis en vente. Donc on voit là que vraiment cette démarche de co-création, elle est extrêmement concrète et elle va assez loin dans ce mouvement entrepris par les entreprises privées. On voit aussi ces systèmes de recommandations, de notes qui sont absolument partout sur l'ensemble des sites, Amazon, TripAdvisor, etc. Donc on voit que le numérique change la donne
et oblige nos administrations, hein, nos structures à évoluer. On l'a dit, et vous le savez, on passe d'un modèle pyramidal centralisé à un modèle horizontal connecté où chacun gagne en pouvoir d'agir au service de l'intérêt de tous. On le sait, le numérique change les rapports, les fonctions, mais aussi la nature de la relation de l'individu au sein du collectif. Cette demande de participation des citoyens, elle n'est pas nouvelle, mais aujourd'hui, elle est rendue possible et elle est rendue de façon possible extrêmement concrète par le numérique. Le numérique lance un défi à nos administrations. Pourquoi ? Parce que c'est un outil à la fois technique, mais c'est un outil également culturel, de par les valeurs qu'il véhicule. Et il oblige l'administration traditionnellement hiérarchique, plutôt autoritaire et plutôt préoccupée par le long terme, à se transformer vers une gouvernance plus collaborative, vers un mode d'expression plus horizontal et également plus agile et plus rapide. Parallèlement, l'ouverture des données publiques, qui est une réalité aujourd'hui, hein, grâce à notamment la mission Etalab et le site data.gouv.fr, se révèle être un outil également d'empowerment, dans le sens de donner la capacité à faire, un outil d'empowerment considérable pour la société civile. Je reprendrai la citation de l'ancienne présidente de la Commission nationale du débat public. L'open data ne doit pas être considéré que comme une mise à disposition de la donnée. On est dans une nouvelle ère de capacitation des citoyens où il faut aller beaucoup plus loin. On le voit bien, la mise à disposition des données, c'est un outil absolument essentiel pour aider les citoyens à comprendre les débats et les enjeux à l'œuvre dans notre société. La participation des citoyens, comprise à la fois dans une logique d'information, d'écoute, de co-construction, de mobilisation des énergies de la société civile, est devenue une démarche essentielle pour améliorer la qualité, c'est-à-dire en fait l'efficacité et la performance des politiques publiques. Et on sent aujourd'hui que les pouvoirs publics en ont conscience. Et pour preuve, la France est membre depuis avril 2014 de l'Open Government Partnership, qui est un club réunissant une soixantaine de pays qui s'engagent à mettre en place des actions de gouvernance beaucoup plus ouvertes et collaboratives et des actions de co-construction. Donc la France a signé est partenaire de ce club et donc s'engage à mettre en place au niveau de l'État des actions de co-construction. C'est vrai qu'on le voit que l'administration s'adapte et évolue pour s'adapter à ces nouveaux modes d'expression. On le sait, de plus en plus d'actions se mettent en place et vous êtes mieux placés encore que moi pour le savoir, parce que beaucoup d'actions sont mises en place par les collectivités territoriales, notamment l'action emblématique, ce sont les budgets participatifs, qui sont des actions qui sont mises en place maintenant dans de nombreuses villes dans le monde, mais aussi au niveau national, avec des consultations citoyennes qui sont lancées. Je pense à l'initiative qui avait été mise en place par l'Assemblée nationale au moment du vote de la loi sur la fin de vie. C'était au début de cette année. Et donc cette loi sur la fin de vie avait été mise en ligne sur le site de l'Assemblée nationale et ouverte aux contributions de l'ensemble des citoyens. Fait remarquable, 12 000
contributions ont eu lieu en moins de 15 jours sur le site de l'Assemblée nationale. Alors après, l'histoire ne dit pas vraiment comment les députés ont pris en compte toutes ces contributions, mais voilà, c'est une initiative qui montre comment on peut aujourd'hui vraiment donner la parole aux citoyens. Le projet de loi pour une république numérique, qui est aussi un modèle du genre, avec à la fois des contributions et des concertations qui ont eu lieu en région, et puis aussi un site de contribution où vous le voyez avec aujourd'hui plus de 24 000 visites et plus de 3 000 contributions. Donc après aussi, voilà, voyons comment ces contributions sont prises en compte. Mais c'est une initiative intéressante. Il y a le ministère de la Jeunesse et des Sports qui a lancé également un projet, La France s'engage, avec une initiative qui cherche à développer de nouvelles formes de soutien public aux actions solidaires, essayer de faire autrement que les classiques subventions aux associations et qui met en place une partie de ces pour sélectionner ces projets, un vote sur Internet et donc les internautes votent pour les projets qui leur semblent les plus intéressants. Et de ce fait, le ministère fait émerger une communauté qu'il va ensuite pouvoir animer. Alors la participation, on sait qu'elle s'auto-organise par la société elle-même, hein, c'est-à-dire que la société civile n'attend pas que l'État demande son avis aux citoyens, elle s'auto-organise et partout on voit fleurissent des expériences de démocratie locale à travers la mise en place d'outils que vous connaissez bien qui permettent aux citoyens de signaler des événements sur la voirie ou des événements dans la ville, ou encore, ça c'est un exemple que j'aime bien, de participer à l'élaboration de la loi. Donc c'est un site qui s'appelle La Fabrique de la Loi et qui met en relation des citoyens et les députés pour soit proposer et co-construire des projets de loi, soit pour discuter de projets de loi qui sont en cours de discussion au Parlement. Dans le champ de la santé, de nombreuses communautés de malades s'organisent et aujourd'hui on voit des patients experts qui sont des malades, qui ont l'expérience de la maladie, qui travaillent au sein d'hôpitaux, aux côtés des soignants, pour accompagner les malades pendant tout le parcours de soins. On voit également des forums qui se multiplient, où les anciens malades conseillent, encouragent, donnent des informations aux autres. Donc, de nombreuses initiatives fleurissent, mais de notre côté, et je crois qu'on le vit tous, des blocages persistent au sein des administrations, alors que les citoyens demandent encore plus. Et on voit qu'il y a effectivement des blocages qui empêchent d'avancer rapidement au sein de notre administration. On sait que la co-construction, elle implique un élargissement de l'assise décisionnelle, elle implique elle bouleverse les positions hiérarchiques, et ces nouveaux modes de gouvernance oblige l'administration à repenser complètement son modèle. On voit même que c'est vrai qu'au sein de nos administrations, on en fait tous l'expérience, le management interne ne fonctionne pas lui-même selon des méthodes collaboratives, et on voit que les agents publics n'évoluent pas dans une culture de gouvernance ouverte, et du coup ont du mal aussi, eux, à la proposer et à la mettre en œuvre. Alors que les citoyens, Xavier le rappelait tout à l'heure en introduction, le demandent de plus en plus et de façon la plus insistante. On voit dans un dernier sondage, je reprends aussi quelques slides d'Harris Interactive l'année dernière, que la majorité des Français estiment que les citoyens n'ont pas souvent la possibilité de participer aux décisions publiques. Ils sont 54% à répondre que rarement ou jamais ils n'ont cette possibilité-là.
On voit également que 2 tiers des Français estiment que les citoyens ne sont pas assez sollicités sur Internet pour participer aux décisions publiques. Donc, Internet est vraiment le mode d'expression de cette participation citoyenne qui n'est pas assez utilisé par les pouvoirs publics. Un sentiment qui est aussi exprimé de façon encore plus directe, je dirais, et peut-être un peu plus interpellante par Pierre Rosanvallon dans son entreprise qui est de raconter la vie telle qu'elle est vécue aujourd'hui par notre société. Pierre Rosanvallon dit qu'il y a une impression d'abandon qui exaspère aujourd'hui de nombreux Français. Ils se trouvent oubliés, incompris, pas écoutés. Le pays, en un mot, ne se sent pas représenté. Et d'ailleurs, il a écrit un livre qui s'appelle « Le Parlement des Invisibles ». Donc on voit bien qu'il y a une forme de frustration des citoyens aujourd'hui qui n'ont pas la possibilité, comme ils le souhaiteraient, de s'exprimer et de participer à la décision publique. Alors dans le champ de la santé, c'est vrai que je dirais que la question de la participation citoyenne, elle est encore plus difficile parce que c'est un secteur qui est dont le pouvoir est beaucoup confisqué par des experts médicaux et scientifiques. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que les démarches de démocratie sanitaire se sont mises en place très tôt dans le champ de la santé, avec l'émergence du sida et des malades citoyens qui se sont imposés, alors parfois c'est vrai avec violence, pour porter une contre-expertise citoyenne totalement indépendante de l'expertise médicale et qui ont fait entendre leur voix. Et du coup, après cette expérience-là, la gouvernance de l'action publique dans le champ sanitaire s'est complètement transformée. Cette parole des usagers, elle s'est développée de façon ensuite très formelle à travers les associations et à travers des dispositifs réglementaires. Aujourd'hui, on peut dire que les usagers du système de santé sont largement représentés par les associations, à la fois dans des instances de gouvernance des institutions publiques, mais aussi dans la programmation des politiques de santé publique. À travers, vous devez le connaître, les conférences régionales de santé, les conférences nationales de santé, qui sont vraiment le Parlement de la santé. Donc les associations ont leur place, sont entendues et sont dans des démarches de co-construction. Alors ce qui est un peu, ce qui est très curieux, c'est qu'en même temps, les débats publics sur les grandes thématiques de santé, on le voit, elles sont encore assez confisquées par les experts médicaux et très peu investies par les citoyens ou le grand public par rapport, par exemple, aux thématiques telles que l'éducation, l'environnement, dont on parle beaucoup en ce moment. C'est vrai que les débats sur les grands sujets de santé n'ont pas vraiment encore lieu avec le citoyen. Ils ont lieu soit avec des médecins, soit avec les associations. Par ailleurs, on sent que les citoyens aujourd'hui ne se sentent plus tout à fait représentés par le secteur associatif. De moins en moins de malades ou de citoyens adhèrent aux associations. Et du coup, les citoyens s'organisent parallèlement pour former un contre-pouvoir à l'expertise médicale à travers vont chercher la connaissance médicale et scientifique sur des sites tels que Doctissimo. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Doctissimo, c'est le 10e site français le plus consulté, tous sites confondus, avec plus d'1 million de visites par jour. Et du coup, on a des malades qui sont aujourd'hui beaucoup plus qualifiés, plus exigeants, vis-à-vis de leurs médecins. Et du coup aussi, tout ceci n'est pas forcément toujours très bien accueilli de la part du corps médical qui perd son pouvoir et qui doit davantage également rendre des comptes.
Donc je dirais que mon rôle de communicant dans le champ de la santé, aujourd'hui, elle est d'aider les citoyens à mieux comprendre en les informant, à débattre, mais aussi à échanger, à reformuler les sujets de controverse, de telle manière à ce que les décideurs comprennent le plus finement possible leur position. Il ne s'agit pas seulement de construire avec les partenaires associatifs, mais d'ouvrir la discussion plus largement avec les citoyens. Et c'est ce que nous faisons à l'Institut national du cancer, à travers des démarches d'information des malades sur les traitements, sur les effets secondaires des traitements, sur l'organisation du système de santé. Alors quand on informe, on ne se dit pas qu'il faut se limiter dans l'information, que les patients ne peuvent pas tout entendre. On part du principe que toute information est utile. Donc on met à la disposition des citoyens et des malades toute l'information qu'ils peuvent souhaiter. On est dans une démarche également d'écoute. On met en place, par exemple, au comité de direction de l'Institut national du cancer, une veille sociétale qu'on vient présenter tous les 3 mois, qui tient compte de tout ce qui se dit sur les forums, dans les blogs, sur les réseaux sociaux. L'idée est de voir quels sont les sujets de préoccupation des citoyens dans le champ de la santé, et puis du coup de pouvoir éventuellement faire évoluer nos programmes d'action. Quand on voit que les malades du cancer s'intéressent aujourd'hui particulièrement aux problématiques de médecine complémentaire, par exemple, médecine alternative, qui sont des sujets qui sont très peu travaillés par les chercheurs dans le champ du cancer. Voilà, c'est des sujets qu'on porte et on espère que ce sont des sujets sur lesquels, du coup, on va pouvoir mettre en place des appels à projets de recherche pour que nos chercheurs se préoccupent plus de ces questions qui sont des questions de préoccupation des patients. On participe au débat public, à la fois comme aiguillon des pouvoirs publics sur certains sujets, mais aussi pour mettre en débat des controverses, les expliquer et ainsi de donner aux citoyens la possibilité de se les réapproprier et du coup d'agir ou de réagir par rapport à des décisions publiques qui sont prises. Enfin, on donne la parole, soit à travers des opérations sur les réseaux sociaux, une opération par exemple qu'on mène assez régulièrement qui s'appelle Parlons Cancer, où tous les internautes peuvent nous poser des questions et nos experts y répondent en live, mais aussi à travers des actions qui sont plus ambitieuses et vraiment des actions de co-construction et de redesign des politiques publiques, comme sur le dépistage du cancer du sein, où on lance en ce moment une grande concertation citoyenne et scientifique pour améliorer la politique de dépistage du cancer du sein. Donc ça, on le fait avec les femmes, qui sont les premières concernées, qu'on interroge sur les conditions d'acceptabilité de cette politique de dépistage, mais aussi avec les médecins, qui sont des acteurs clés de ce dépistage. Et on met en place des conférences de citoyennes, des conférences de professionnels, pour effectivement, très concrètement ensuite, pouvoir modifier la politique publique sur le dépistage du cancer du sein. Alors ce mouvement général de co-construction des politiques publiques, il semble relativement, son efficacité semble relativement évidente, et c'est vrai que toute la communication et le marketing s'en sont largement emparés, mais force est de constater que sa mise en place réelle pose des difficultés auxquelles on est tous confrontés et soulève de nombreuses questions. Alors d'abord, la question de la légitimité. On peut se poser la question de savoir, est-ce que c'est à l'État d'organiser la prise de parole citoyenne, ou est-ce que l'État doit-il laisser les initiatives citoyennes se faire, et son rôle consisterait davantage à impulser
la dynamique citoyenne ou à l'accompagner, mais pas forcément de l'organiser. Donc ça, c'est une question voilà, qu'on se pose et c'est une question importante. Ensuite, la question de l'éducation aux données. Comment dépasser la simple mise à disposition des données publiques et comment stimuler leur réutilisation pour optimiser l'action publique, c'est-à-dire en fait développer une société qui ne se contente pas de mettre à la disposition des données, mais qui surtout sait en faire quelque chose. Donc on est confronté à ça par exemple dans le champ de la santé. Il ne s'agit pas simplement de mettre à la disposition des données, mais vraiment d'en faire la pédagogie et de donner les moyens aux citoyens de se réapproprier ces données et d'en faire quelque chose pour agir. La question de la représentativité. C'est vrai que lorsqu'il s'agit d'écouter et de recueillir la parole citoyenne, comment ensuite on va l'analyser? Qu'est-ce qu'une parole valide? N'importe qui ne peut pas s'arroger la représentation et l'expertise. C'est un sujet qui est, cette question de la représentativité, c'est un sujet crucial pour donner une légitimité aux démarches de co-construction. Et c'est vrai que se pose la question aujourd'hui de la reconnaissance de cette expertise citoyenne. Elle doit se construire au-delà de la simple expérience individuelle pour être valide. Donc voilà, comment travailler sur cette histoire de la représentativité quand, par exemple, quand on met en place notre conférence de citoyennes sur le dépistage organisé, on met en place des panels d'une vingtaine de femmes. Voilà, comment ces femmes vont pouvoir parler de leur expérience personnelle et engager l'ensemble des femmes concernées par le dépistage du cancer du sein. La question de la permanence et de la durabilité est une question aussi qu'on se pose. Comment durablement engager une dynamique de co-construction au-delà d'une simple impulsion? Comment recueillir la parole citoyenne dans la durée? Et comment on va pouvoir faire vivre ce dialogue avec les citoyens, comment on va pouvoir créer des structures qui vont favoriser cela, et comment va-t-on pouvoir faire vivre des communautés qu'on aura créées. Donc là se pose la question à la fois de l'organisation de nos directions de la communication, mais aussi du temps qu'on a à y consacrer. Donc c'est une question clé, je dirais, de la réussite des démarches de co-construction. La question de la transparence, elle est aussi absolument essentielle. On s'accorde tous pour dire qu'il faut ouvrir nos institutions à plus de transparence, mais aussi la difficulté concrète de la mise en place de ce type de démarche. Et quand nos administrations s'engagent dans une discussion à hauteur d'homme avec le citoyen, il faut être bien conscient qu'il faut être en capacité de donner toute l'information et voilà, ne pas interrompre le dialogue parce que d'un coup on aurait l'impression d'aller un petit peu trop loin dans l'information qu'on délivre. Donc là aussi ce sont des postures qu'il faut interroger au départ et pas s'engager dans ce type de démarche sans avoir bien pensé là où on veut aller, jusqu'où on veut aller. Et puis enfin, la question de l'évaluation qui est posée aussi. Comment prendre en compte l'évaluation par les citoyens, de l'évaluation de nos politiques publiques par les citoyens. On sait que c'est une dimension évidente de l'ouverture au numérique. On voit ce qu'on disait tout à l'heure, des systèmes de recommandations et de notation qui sont extrêmement répandus sur le web. Donc voilà, comment mettre en place ces systèmes d'évaluation. Donc pour conclure, et puis peut-être pour faire le lien avec la suite, il me semble que dans ce contexte, et ce sera un objet de discussion, le rôle des communicants n'est plus simplement de promouvoir des politiques publiques, mais de contribuer à ce que les citoyens les façonnent
avec les arbitrages qui sont les leurs. Et notre rôle, c'est de mettre en place à la fois des méthodologies et des outils pour accompagner cette dynamique. Merci beaucoup, Anne.